Carolina, merci beaucoup pour ton animation de cette table ronde et je te passe la parole aussi pour introduire des invités. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie pour l'invitation pour animer cette table ronde. Cette table ronde est composée de conférenciers avec des expériences tellement intéressantes, comme on va voir. C'est la dernière des tables rondes de colloque. En introduction, Thierry Libart a soulevé des questionnements sur la communication responsable et notamment sur la publicité. Et entre ces questions, celle des imaginaires construits pour la publicité et qui sont des imaginaires basés sur la réussite, le bonheur, les plaisirs, principalement la consommation. Cela pose un dilemme pour la communication responsable. Les trois invités qu'on accueille maintenant viennent du milieu professionnel avec leur expérience et leur expertise sur la communication responsable. Ils vont peut-être nous donner quelques réponses aux questions qui ont été posées plus tôt pendant les colloques et qui sont revenues beaucoup de fois pendant ces colloques, ou des pistes pratiques appliquées à propos de l'engagement des professionnels de la communication pour une communication responsable, et aussi également sur leur action sur cette communication responsable. Nous avons le privilège de discuter du sujet avec une perspective internationale parce que nous avons Gildas Bonnel et Valérie Martin qui travaillent en France et Marianne Ventura qui travaille en Argentine, et moi-même du Brésil. Marianne ne parle pas français, comme a expliqué Andrea, donc je vais parler parfois en anglais avec elle. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenantes cet après-midi. Je commence par Valérie Martin, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Elle est en charge du pilotage des campagnes relatives à la rénovation énergétique et à l'économie circulaire. Elle est également co-auteure de différents ouvrages collectifs, notamment le guide de la communication responsable, publié en janvier 2020. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Gildas Bonnel, qui est président de l'agence de communication CDS, une agence qui est cofondatrice du réseau européen d'agences de communication durable Do Not Smile. Il est président de la commission développement durable de l'association des agences conseils en communication. Bonjour Gildas. And last but not least, Marianne Ventura. She's the founder of Dawn, an agency certified B Corp. She's also the co-founder of ATI, a network of 20 agencies from Argentina, Mexico, Peru, and also United States with Miami. The agencies are selected on the basis of their capacity to generate economic, environmental, and social impact. Hola y bienvenida, Marianne. Hola, bonjour. Je passe tout de suite la parole à Gildas Bonnel pour qu'il nous parle un peu de son travail. Et je vous rappelle, comme je dois faire la fonction de l'horloge, antipathique fonction. Donc, chacun a plus ou moins 10 minutes pour faire sa présentation et après, on passera aux discussions. D'accord? Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi d'avoir l'occasion de parler avec Maria Anna. On ne se connaît pas. Je connais bien Valérie Martin parce que ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'en France, nous travaillons ensemble à accélérer l'intégration des enjeux de durabilité, de ce qu'on appelle maintenant communément la transition écologique dans le secteur de la communication. Et je trouve ça intéressant que les scientifiques, les politiques, les universitaires s'intéressent
vraiment à cette petite révolution, qui est une révolution qui vient du Grenelle de l'environnement et que nous essayons de structurer chacun dans nos rangs. Alors moi, j'ai deux casquettes. Je suis le fondateur et le président d'une agence de communication qui est exclusivement dédiée aux enjeux de responsabilité des marques et des organisations. C'est-à-dire que le sujet qui me passionne depuis longtemps, c'est la complexité de l'expression quand on est une marque, quand on est une entreprise, quand on est dans le business, de la responsabilité du collectif. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde extraordinairement défiant, extraordinairement angoissé, stressé par la perception maintenant commune des enjeux climatiques, des enjeux sanitaires, la crise de confiance d'une société capitaliste, libérale, qui n'a pas répondu aux attentes de bonheur dont on parlait tout à l'heure, projetées par la publicité. Comment est-ce que ces marques et ces entreprises peuvent retrouver de la confiance dans leur communication auprès de leur public qui ne les croit pas. En France, il y a 75% des Français ne croient pas le discours des entreprises. C'est énorme. Donc, comment faire pour avoir l'écoute, au moins une écoute des publics, et par-delà, comment trouver la bonne tonalité, le bon discours, la bonne posture de communication pour pouvoir évoquer la contribution de ces marques ou de ces organisations à la transition écologique. Donc ça, c'est ma première casquette. Et j'y reviendrai parce que chez CIDIES, on a pris de l'avance sur ce sujet-là et donc on a eu l'occasion de réfléchir, de tester un certain nombre de méthodes de travail et de catégoriser un peu les messages qui peuvent être pertinents, efficaces pour accompagner le changement ou les tentatives de changement de nos clients. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis, vous l'avez dit, en charge de la RSE dans le syndicat représentatif des agences de communication. Et donc, depuis le Grenelle de l'environnement, je joue entre mes deux casquettes, une casquette CIDIES plutôt militante, plutôt engagée dans l'urgente nécessité à ce que les communicants s'emparent des enjeux de la transition écologique, et un rôle plus corporate, qui est de veiller à ce que l'ensemble de la communauté des communicants en agence prennent conscience des enjeux de la transition écologique, mais aussi prennent conscience du levier puissant qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire de la capacité qu'ils ont à reproduire par mauvais réflexe des communications qui sont, je pèse mes mots, mais nocives, contributives en tout cas d'une forme de société de consommation qui nous emmène droit dans le mur, mais aussi conscience du levier d'accompagnateur de la transition, si tant bien même la communication comprend qu'avec ses tactiques, sa stratégie, sa créativité, elle peut infléchir à la fois la stratégie des entreprises et des marques et connecter le changement de comportement, d'usage des consommateurs citoyens. Donc, j'ai deux facettes. Et puis, c'est vrai que vous avez mentionné Do Not Smile, qui est une chouette expérience parce qu'il y a 10 ans, on va fêter nos 10 ans, il y a 10 ans, on a créé un petit collectif d'agences comme CIDIES partout en Europe qui se posent les mêmes questions, qui
qui sont sur le même chemin de la réformation en fait de nos méthodes de travail, de nos prises de position, et on s'est beaucoup appris entre les Italiens, les Anglais, les Turcs ou les Allemands en apprenant à être européens, c'est-à-dire en partageant des pratiques, en se passant un coup de fil pour dire comment tu parles de mobilité au Stambouliote, hein, parce que la pollution et la voiture à Istanbul, c'est un problème aussi important qu'à Paris. Donc voilà, comme on arrive à se connecter sur ces sujets-là. Alors, pour ne pas être trop long sur cette partie présentation, ce que je voulais apporter dans vos travaux aujourd'hui, c'est deux choses. La première chose, c'est le travail que nous faisons chez CIDIES sur l'expression des marques et des entreprises face aux enjeux de la transition. C'est ce que nous avons appelé le grand récit, c'est-à-dire une méthodologie qui nous repositionne, nous, en tant qu'agence, non pas comme étant des créateurs, experts, capables de prendre un brief, de repartir à la maison et de revenir un mois après avec la vérité, ce qui est l'organisation même de notre métier depuis des décennies, hein. Mais tout au contraire, d'essayer de casser cette espèce de mécanique pour proposer à nos clients une autre forme de collaboration qui passe par notre première qualité, nous, les communicants, c'est de savoir entendre, faire parler, faire accoucher ce que l'entreprise a à dire, non pas de son ADN, qui est un très mauvais réflexe, mais plutôt de ce qu'elle a à dire du monde qui l'entoure. Et c'est une méthodologie qu'on a travaillée avec une petite ONG que Valérie connaît bien et une consultante qui s'appelle Séverine Millet et qui répond en fait à ce que les sociologues appellent le grand péril. C'est-à-dire que face au grand péril, à une très grande peur, pour pouvoir mobiliser un changement, une transition, une transformation, il faut une très grande épopée collective. Il faut se connecter avec quelque chose de très grand, en fait. Et ce n'est pas le purpose des Américains uniquement, c'est quelque chose de plus tribal, de plus émotionnel. C'est-à-dire, j'aime bien dire à mes clients, vous savez, quand on fait un dîner et que pendant l'apéritif, c'est très important chez nous, pendant 2 heures, un de vos convives parle de lui, il ennuie tout le monde et il tue la soirée. Et bien, quand une marque parle d'elle, quand une entreprise parle d'elle, ma vision, mes valeurs, mes engagements, ça ennuie tout le monde et on ne la croit pas. En revanche, quand une marque, une association, une entreprise parle de l'état du monde, parle de ce qui nous arrive collectivement, nous, l'humanité en ce moment, de la crise, du dérèglement climatique, de la peur sociale, de la polarisation des esprits, des fake news, du complotisme, que sais-je. Quand on parle du monde, à ce moment-là, dans l'entreprise, dans les équipes, chez les marketeurs, mais surtout dans le corps social de l'entreprise, à ce moment-là, arrive une véritable intention de dire, mais nous, c'est pas rien de faire du chocolat dans ce monde-là. C'est pas rien le plaisir de manger un chocolat. C'est pas rien de préserver des cacaoyers. Voilà. C'est d'aller chercher quelque chose de plus vital, en fait. Et de cette forme de collaboration avec les marques et les entreprises naît un discours qui est complètement différent, en fait, qui n'est pas complètement basé sur du rationnel et du statement, mais plutôt sur une aventure qui s'écrit et qui s'efface. C'est-à-dire qu'on arrête de vouloir marquer les tables de la loi à travers
qu'on écrivait des brans d'essence, c'est-à-dire voilà ce qu'on va dire et répéter tout le temps sans changer une virgule, parce que c'est comme ça que les gens vont nous croire. C'est au contraire une façon d'accepter notre humanité, notre fragilité, notre capacité à nous casser la figure. Et dans ce grand récit, vous me coupez, hein, dans ce grand récit, la place du héros, elle est essentielle. Et on est très influencé par les séries télé. Parce que dans les séries télé, le héros, c'est un anti-héros en fait. Ce n'est pas du tout James Bond. C'est quelqu'un à qui il arrive en permanence des merdes et qui est en permanence en fragilité. Il est toujours en rupture de compétences ou de capacités. Et à chaque fois, on se dit, mais comment ça va le faire? Eh bien, de la même façon, nous, notre boulot, ce qu'on appréhende, c'est que pour pouvoir parler de l'entreprise, de la marque, c'est pareil. C'est comment est-ce qu'on peut contribuer par rapport à un gros sujet? Est-ce qu'on va y arriver? Et d'essayer à nouveau de faire tendre l'oreille, de créer de l'intérêt sur la contribution qu'on peut avoir. J'ai terminé sur cette partie-là. Maintenant, le deuxième truc que je voulais porter à votre attention aujourd'hui, mais les questions nous permettront d'y revenir et j'espère que Valérie le fera, c'est le travail que je porte à la ACC, donc le syndicat professionnel des agences de communication. On est aujourd'hui très bousculé par le sujet de la responsabilité de la communication sur la transition écologique. La question qui est posée par un certain nombre de parties prenantes du monde associatif ou du monde politique ou médiatique, c'est est-ce que la communication est ou n'est pas, sera ou ne sera pas un allié objectif de la transition écologique. Et nous, on est obsédés par cette question. Moi, je suis obsédé par cette question parce que voilà, ça porte mon parcours professionnel depuis longtemps. Et on vient de sortir un cours en open source, l'AACC et l'ADEME, à l'attention de tout le corps enseignant. C'est pour ça que j'étais très content de mentionner votre colloque dans le communiqué de presse qui a été envoyé hier, parce qu'il manquait cruellement une façon d'exprimer aux étudiants, via vos différentes fonctions, les grandes controverses qui traversent aujourd'hui nos métiers, notre rôle dans la société. Et j'arrête là parce que sinon je vais être trop bavard. Ça va? Mon micro. Ça va, oui, non, vous n'avez pas été bavard. Je suis très mauvaise pour voir les temps aussi, pour contrôler les temps. Moi-même, je me perds. Bon, donc je passe la parole je vais passer la parole à Marianne. I think you and Marianne have a common thread between your activities. So I think about your activities in Argentina and also in Latin America, you can explain about your B Corp certification and your activity with ATI. Please, Marianne, I give you the floor. Can I share my screen? Yes, I think yes. Andrea, is yours. Yeah, yes, of course. Well, I am the founder of DAN and the co-founder of ATI. I am in Buenos Aires, Argentina, as in South Latin America, and I'm here to present you the network of communication, advertising, and marketing agencies with purpose we've created. I have co-created here in Latin America. DAN is a creative agency that has a purpose, a clear and defined purpose, and of making change and helping this change happen through our skills, our resources that are creative resources. So with this purpose, we've paid our way to become a B Corporation in early 2019. I don't know if you are familiar with the certification. It's
it's an impact assessment and certification that evaluates the social, economic, and transparency practices in companies. And our impact as a company is basically in the core of our services, because we are helping companies to improve their impact and also to improve their accountability. And also our impact is given because by our being a women-owned company. And you know, we are an underrepresented minority in the business world. And also we earn points because of the benefits we give to our collaborators, such as reduced working hours, inclusive licenses, and also in the environmental aspect, we start in our home by reducing progressively our carbon footprint. We are committed to the Net Zero 2030 agenda, and so we have already reduced and offset our footprint for 2019. I'm going to show you a little bit of our work. We offer creative and strategic communication services for companies that already have a sustainable vision, or others companies that want to improve in that way. And also we work for non-profit organizations and for non-governmental organizations, helping them to achieve their mission of impact. What we enjoy the most is to create these brands that have a positive impact in the world, and also to make a difference in those kind of works that unluckily a few people know how important and relevant they are. And I'm going to speak a little about Latin America. And Latin America is a great region. And I mean great because it accounts for 13% of the Earth's land surface. And for me, Latin America is more like a concept so wide it covers 650 million people, a concept so broad that more than 20 countries, it represents countries in another continent, such as Miami in the States that we like to call our own, and a concept so diverse and so rich because it emerges from the combination of civilizations that were born here, like the Aztecs, the Mayas, the Incas empires, and also the French, the Portuguese, and the Spanish, courtesy of our conquerors. And you know, this beautiful and rich diversity sometimes make it a little more difficult to fight our common struggles together. And when I think about what we have in common in Latin America, that is what represents us, what's define us. There are no fun facts. What we share, it's a common lack of equity, a huge gap between those who have the most and those who have the least, and an economic model based on the overexploitation of our resources and the continuous degradation of the environment, a history of violence against our native population and the most vulnerable, a serious lack of transparency and justice, and what is worse, general passivity in the face of all these events. So I understood a little of what Gilda said, but I think we agree that we have a role to play in this transition and in this change that is urgent and needs a drastic response. And when I think about this question, when I think about what can I do in order to become less anxious, I always choose to start with where I am and what I know, and what tool can I provide to this fight. And
I think that as a discipline, communications, design, and creativity have always been about impact, about transforming a situation, about creating a better version of a matter through a product, a service, or an experience. And I think that we have a matter that is a planet that is on fire, and we have a role to play in the creation of a better version. And this overwhelming question that I have presented you becomes a little better when we add collective action. And that is how, with this spirit, in the beginning of our quarantine here, that was in March in Argentina, I met with another colleague, a founder of another big corporation marketing agency called Jan, and we decided to put in action some things we have been talking for a while about. We both share a deep conviction of our role and a deep concern about the current state of the matter. So we decided to put in action this idea and got together and invite all Latin American agencies and professionals that share this vision. And that is how ATI was born. That is a network of communication, marketing, and advertising agencies committed to the creation of positive economic, environmental, and social impact. We are basically Latin American entrepreneurs that share these values and ethics and this profound conviction of our responsibility and the role and the power we have to make a different story. So we have a vision of, we see a future where each communication, advertisement, or marketing message contributes to the creation of a more inclusive, just, and environmentally sustainable future. We move by these values that are profoundly connected to the core of our profession. Of course, creativity is our jetty saver to fight this, and articulation and interdependency are the forces that will allow us to escalate impact. And optimism is key because we are in the system, we work for the system, and we have to make a change from that. And so you don't have to get frustrated very easily. And we are already 20 members in this collective from Argentina, Mexico, Chile, Peru, and Estados Unidos. We are growing, of course, because we've just started in August 2020, and but we have already set our objectives that are to move action, to create awareness about our role as professionals, and also to boost our ecosystem and elevate the standards in the industry, because there is a lot of greenwashing, pinkwashing, and we want to build from there. We want to elevate these standards, always with an open mind of learning and sharing this knowledge with another professionals, and of course with all the environment of impact agencies. We have started with a series of open conversations with all the communication sector, and also some close ones with the members, and we have focused on sustainable creativity. That was a very interesting conversation with the ANATI member and Miami agency. Also, we spoke about communication with the perspective of inclusion, and we have talked with Gilda's colleague Steve Connor about how to win ethical clients or help others not to be evil. And we have also
initiated a social campaign in order to collect funds for the medical services in the front line during pandemics with a high impact communication campaign. That is what our members know how to do. And we have already helped 15 institutions, medical institutions along Argentina. And well, I know we have a long road ahead of us, but we are very excited to walk it and deeply convinced that we have a role and a responsibility to make this transition and this change that is urgent and drastic to happen. And well, I'm very grateful to be here, and I am open for your questions. Thank you. I'm sorry for the mistake with the presentation. No worries, Maria. Yes, as I said in the beginning, I think you and your work with ATI and the role of Do Not Smile in Europe are really quite similar, or there are some points in common. And so, and thank you for explaining your experience in Argentina. Maintenant, je vais passer la parole à Valérie Martin, et bon, qui va nous expliquer un peu peut-être sur son ouvrage sur la communication responsable. Je me suis dit, bonjour à tous, je me suis dit que peut-être j'allais changer un tout petit peu parce que justement sur l'ouvrage sur la communication responsable, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous aviez l'habitude de nous entendre, et je vais vous parler d'une autre façon, c'est-à-dire comment on peut sensibiliser le grand public cette fois-ci, et pas nécessairement les professionnels de la communication, mais ça se rejoint à un moment. Donc, j'espère pouvoir être claire et reboucler le sujet. Donc, je me présente, je m'appelle Valérie Martin, je travaille à l'ADEME depuis 27 ans, voilà, et je dirige un service qui a pour mission à la fois de piloter la stratégie grand public de l'ADEME, je vais y revenir, ce sera l'objet principal de mon propos, d'animer tout ce qui est question autour de partenariats pour démultiplier l'action de l'agence et donc mieux porter les messages que nous avons en direction notamment du grand public étant un ensemble, je vous le présenterai tout à l'heure, qui est décomposé, et donc ce sera un tout petit peu plus clair. Nous avons également en charge la mise en œuvre de la stratégie presse et réseaux sociaux, ainsi que la responsabilité sur la coordination de la communication institutionnelle de l'agence. Et dernier point, mais non des moindres, qui font que depuis très longtemps, avec Gildas, on travaille en étroite coordination sur la communication responsable, et donc l'ouvrage qu'on a sorti que j'ai sorti au tout début, et dont avec Mathieu Janis et Thierry Libart, sont co-auteurs d'importance. Alors peut-être certains d'entre vous ne connaissaient pas complètement l'ADEME. L'ADEME, c'est le principal opérateur de l'État pour la mise en œuvre de la transition écologique. Nous sommes sous tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En gros, aujourd'hui, 1 millier de collaborateurs, dont 50% sont des ingénieurs. Nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. Et notre raison d'être, j'ai essayé de parler comme une marque, eh bien, c'est de mettre notre expertise au service des citoyens, des territoires et des acteurs économiques. On souhaite véritablement donner les clés à l'ensemble de nos parties prenantes pour passer à l'action, parce qu'aujourd'hui, il est plus que temps d'accélérer le mouvement face à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés, et donc de promouvoir d'autres façons de produire, de consommer. Voilà, et donc on intervient sur des termes aussi différents que la décarbonation de l'industrie, l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire, la mobilité ou la rénovation des bâtiments et le numérique responsable. Ce que j'aimerais pouvoir vous raconter aujourd'hui, c'est que, en gros, c'est de revenir en 2018, date à laquelle nous avons lancé nos travaux
sur la stratégie grand public, parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir comment, en fait, le mouvement d'une transformation profonde de l'intérieur de l'agence a été fait en parallèle du travail qui a été confié à quelques personnes au sein de l'agence, de travail sur des stratégies cibles. Et comment on peut d'autant plus transformer la société que nous-mêmes, nous nous transformons en tant qu'acteurs. Et en effet, on a considéré que face au constat de l'urgence climatique, il était nécessaire de réviser notre stratégie pour interpeller, pour mobiliser le grand public. On faisait tout un tas de choses, c'était intéressant, mais que face aux enjeux majeurs, il fallait voir comment on pouvait modifier vraiment de façon forte nos façons de consommer, de produire et plus largement de vivre ensemble. Et se demander ensemble quelle narration du monde de demain on devait construire afin de réinventer un imaginaire qui soit différent de celui que vous avez présenté tout à l'heure, Anna. C'est-à-dire celui d'un imaginaire fondé principalement sur la croyance que la consommation, c'est le bonheur et que, or, la consommation, point de salut. Un des enjeux clés pour nous, c'est bien évidemment de mobiliser le grand public. Ce sera l'objet de mon propos. Il existe des stratégies cibles en direction des entreprises et des collectivités territoriales, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Et donc, pour engager, pour être un des acteurs de cette nouvelle narration collective, je fais un peu le pendant avec ce grand récit dont Gildas a parlé tout à l'heure, ça implique pour nous qu'il y a à la fois un engagement individuel et plus largement celui des communautés, pour que véritablement on comprenne que chacun a un rôle à jouer en associant, et c'est peut-être le point le plus important de la présentation que je ferai, sur le fait qu'il nous fallait davantage travailler par rapport à des moments et à des lieux de vie pour pouvoir mieux toucher, mieux interpeller et donc mieux engager nos publics. Bon, soyons clairs quand même, l'action centrée individuelle seule ne suffira pas à faire changer et en l'absence d'action collective, forcément, on restera sur un registre d'un peu d'une injonction contradictoire. La façon dont nous avons travaillé sur cette stratégie est aussi assez intéressante puisque ça a signifié pour nous de travailler en intelligence collective avec un groupe composé des représentants de l'ensemble des métiers de l'ADEME. Et là où je trouve aussi que c'est intéressant, c'est que nous nous sommes appuyés sur plus d'une centaine de rapports qui avaient été publiés à l'ADEME parce que on adore faire plein de rapports et que bien souvent, peut-être, ne les exploitons-nous pas suffisamment nous-mêmes. En revanche, nous les diffusons largement. Et ça veut dire que vous voyez déjà, rien qu'en opérant et qu'en réfléchissant ainsi, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait sans doute nécessité, au-delà d'engager une stratégie cible, d'opérer un changement de modèle dans notre approche grand public pour gagner en engagement et en efficacité, mais que forcément, ça voulait dire changer également, nous, de posture. Et cette façon-là de travailler, on s'en est rendu compte assez tôt en 2018, donc un petit peu embêté, vous voyez, d'être arrivé à un niveau où on parlait de posture de l'ADEME alors qu'on nous avait demandé juste de réfléchir et de travailler à l'élaboration d'une stratégie grand public. Eh bien, nous sommes allés présenter nos travaux. Et ce que l'on a pu voir, c'est que pour justement enclencher, accompagner les passages à l'action du grand public, entre guillemets, eh bien, il nous fallait faire ce changement de posture et que ça reposait sur 3 piliers. La confiance, nous sommes composés d'experts, 50% de l'agence, ce sont des ingénieurs, donc c'est une expertise reconnue. En gros, nous sommes un tiers de confiance, donc là-dessus, nous devons aussi non pas faire confiance qu'à nous, comme si le sachant était celui qui pouvait porter seul la vérité, mais d'être celui qui accepte aussi que le grand public, donc dans une agence d'expertise, le grand public, qui va être aussi celui auquel voilà, on peut faire confiance et qu'il peut nous proposer de bonnes idées. Deuxièmement, et ça va en lien, l'écoute. Ça implique de revenir sur des notions d'empathie,
de bienveillance, de patience, et non pas là aussi sur un message très top-down, de façon à ce que si on écoute davantage, on va être davantage dans une situation d'échange, mieux comprendre les freins, les leviers. Et enfin, l'audace. Quand nous sommes comme nous sommes un établissement public sous tutelle de 2 ministères, eh bien forcément, c'est pas toujours chose évidente. Alors, comment être audacieux? Eh bien, l'audace que nous avons eue, c'est de se dire: et si on s'appuyait sur les autres, et en particulier sur un ensemble d'influenceurs, de youtubeurs, de partenaires divers, pour justement non pas communiquer sur notre marque, mais s'effacer comme on le fait depuis le départ que cette agence existe, c'est-à-dire 28 ans, c'est de pouvoir promouvoir avant tout nos messages, parce que ce qui compte, c'est que nos messages soient portés directement auprès de nos publics. En décembre 2018, cette stratégie va être adoptée et elle repose sur 3 piliers. Donc, je sais qu'il faut que j'aille vite, je vais en parler que de 2, le pilier marketing et le pilier partenariat. Le pilier gouvernance, pour vous, ça ne vous intéresse peut-être moins. Donc, le premier pilier, c'est que la démarche repose sur une démarche systémique et non plus une démarche en silo qui vise à associer à la fois les thèmes, les cibles et les partenaires. Et ça, c'est sans doute la chose la plus forte parce que pour mobiliser le grand public, cette approche systémique nous est apparue comme quelque chose qui pouvait être importante et qui pouvait à la fois permettre de nourrir notre activation directe que l'on fait, que ce soit par les campagnes, tu en as parlé tout à l'heure, les campagnes autour de l'économie circulaire, de la rénovation énergétique, etc., ou des animations de réseau dans les territoires, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passeront dans les territoires avant tout. C'est pas quelque chose qui flotte comme ça et qui vient de Paris, entre guillemets, mais aussi par des activations indirectes avec notre capacité d'influence. Et dans cette stratégie marketing, on s'est dit il y a des situations d'attention particulière et de réceptivité sur des enjeux spécifiques de la transition écologique selon le moment de vie et le lieu de vie où on se trouve. Donc, nous avons décomposé les cibles en sous-cibles. Nous voilà donc entre les adolescents, les jeunes adultes, les vrais adultes, les jeunes retraités, les seniors, et puis des moments de vie, l'école, le premier emménagement, l'installation en couple, le premier envoi, la maternité, le passage à la retraite. Et où, à chaque fois, on s'est dit, eh bien, il va falloir qu'on apporte des éléments qui vont permettre de véritablement accompagner le passage à l'action. Parce que si j'avais le temps, je vous raconterais le dernier baromètre et les baromètres que l'on suit depuis 21 ans maintenant sur justement les Français et l'effet de serre, avec des Français qui sont sensibilisés, mais qui disent souvent, mais je fais comment ? Mais en même temps, des Français qui sont sensibilisés, ça veut dire des Français qui sont capables de décrypter aussi tout ce qui est greenwashing, donc particulièrement intéressant par rapport aux propos d'aujourd'hui, puisque ça permet, en les formant, de pouvoir être aussi nos lanceurs d'alerte et nos vigies pour pouvoir éduquer les marques, mais aussi les territoires et aussi l'État, ne nous y trompons pas. Dans cette stratégie marketing, c'est intéressant parce qu'on s'est appuyé sur des études sociologiques et nous en avons lancé plusieurs. Pour information, on en a une en ce moment sur les moments de rupture. Donc, à quel moment on va avoir tendance à agir plus? Où sont ces fameux moments de rupture? C'est le moment du premier emménagement? C'est le moment du premier bébé? Bref, bientôt l'histoire à venir. C'est aussi ça qui nous a permis de structurer le développement de notre nouvelle plateforme numérique servicielle, Agir pour la transition.adem.fr, qui est beaucoup plus éditorialisée. Donc, vous voyez une conséquence de cause à effet, un changement de posture, un changement d'approche marketing et un changement dans la façon dont nous avons de communiquer. Le deuxième axe, c'est tout ce qui va tourner autour des partenariats, parce que c'est splendide de travailler tout seul en pensant qu'on sait tout, c'est génial, mais pour de vrai, c'est faux. Et donc, il nous est apparu complètement fondamental de s'appuyer également sur des partenariats pour massifier, pour aussi avoir des stratégies collaboratives nous permettant de travailler sur des façons d'approcher des publics que nous ne connaissions pas et que nous n'avions pas nécessairement dans notre scope, mais aussi pour pouvoir découvrir, innover des nouvelles méthodes de mobilisation. Et
le dernier point sur lequel j'aimerais pouvoir vous dire, c'est qu'à la suite de ça, là où ça a été particulièrement intéressant, c'est que du coup, mon service, qui au départ s'appelait le service de la communication et de l'information, j'ai demandé à le changer pour qu'il s'appelle du nom de service de la mobilisation citoyenne et des médias, l'étape d'après. Alors, que va-t-on faire maintenant? On va déployer la stratégie grand public. Pour ce faire, on a pris notre bâton de pèlerin en interne et nous allons voir chacune des équipes pour les aider à s'approprier tout ça. Et deuxièmement, nous travaillons sur la construction de ce fameux storytelling en proposant des imaginaires qui aident à s'engager. Et à ce titre, on est par exemple partenaire fondateur de la Fabrique des récits. Nous travaillons également avec le festival Atmosphère, et peut-être que vous voudrez en savoir plus. Nous allons sortir la semaine prochaine un rapport sur quel storytelling du monde de demain pour aider les scénaristes à s'engager aussi, à accompagner l'accélération de la transition écologique. Et on travaille également dans ce cadre de ce nouveau storytelling, sur la façon dont on va pouvoir mettre en récit nos exercices de prospective qui dressent, en un mot, les grandes lignes de la France, au moins d'un monde plus neutre en carbone à l'horizon 2050. Voilà donc très rapidement brossé la façon dont nous aussi, nous avons souhaité nous remettre en cause de l'intérieur pour pouvoir permettre d'accompagner plus fortement la transformation de la société. Merci, merci Valérie. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses que je voulais entendre, comme travailler ensemble. J'ai entendu aussi de Gildas la viscérale, tripale. J'ai beaucoup aimé ces mots, tripale. Faire de la question environnementale quelque chose de... J'imagine que c'est ça, faire partie du quotidien, que ça vient, qu'il fasse partie de la vie, de l'ordinaire, de la vie des gens. J'ai aussi cette idée de l'écoute, non, de ne pas de partir d'écouter les citoyens, l'audace. Aussi, j'ai beaucoup aimé l'idée d'effacement, pour laisser les messages plutôt, et d'agir ensemble, le comportement collectif. Toutes ces idées-là, je trouve très intéressantes. Mais je voulais revenir sur une idée beaucoup moins sympathique que j'ai entendue aussi pour les trois, qui c'est l'idée du greenwashing, de l'histoire, de l'idée les discours de l'environnement. L'entreprise utilise l'environnement plutôt pour verdir leur discours, et que ça après, il n'y a pas vraiment un changement d'action ou une intention de changer. Gildas, vous avez dit que ça a changé après le Grenelle de l'environnement. Donc, j'imagine que la certification que vous avez développée travaille aussi dans ce sens. Mais on voit aussi qu'il y a parfois, même de côté des représentants politiques qui devraient, je ne sais pas si il peut parler d'exemples, d'exemplarité. Il y a un comportement parfois superficiel par rapport à ça. Par exemple, certaines idées comme Make Our Planet Great Again qui ont circulé, mais qui finalement n'avaient pas de corps, n'avaient pas beaucoup de choses derrière, parce que on a l'impression que c'est de certaine façon facile aujourd'hui d'utiliser à travers les réseaux sociaux et faire circuler une idée qui après est vite, aussi parce que beaucoup d'hommes politiques ont compris que la question, par exemple, de changement climatique est une façon de se positionner à l'international. Bon, pour les entreprises aussi, non, c'est intéressant. Et donc,
Donc, j'aimerais savoir comment parler de communication responsable, comment agir responsablement pendant que ça semble encore facile d'utiliser les discours environnementaux de cette façon. Je ne sais pas si la question m'est… Il a été à vous. Désolée, je n'étais pas claire. Oui, c'était à vous. Alors, vous avez dit plusieurs choses. Vous avez parlé de l'enjeu majeur pour moi qui est le claim, c'est-à-dire cette espèce de manie publicitaire qui a été enseignée dans toutes les écoles de marketing, de communication, qui a été primée pendant des décennies, c'est-à-dire trouver la bonne accroche, le bon claim, le bon… C'est cette phrase, ces quelques mots qui est basée sur la foi que sera mémorisé, ce qui sera répété. Alors, les politiques sont très forts là-dedans, c'est extraordinaire. Ça fait 10 ans qu'on voit bien les séquences politiques, puisque sur toutes les chaînes, on entend les ministres répondre exactement les mêmes phrases. C'est-à-dire, voilà, il y a des cabinets qui leur ont ciselé les phrases qu'ils doivent répéter, parce qu'on pense que cette répétition à l'envi de la phrase choc va faire le job. Si ça faisait le job depuis 40 ans, on le saurait. En tout cas, nous, en France, quand on voit que 75% des Français ne croient pas le discours des entreprises et 80% ne croient pas le discours des émetteurs publics ou politiques, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, cette espèce de croyance qu'il faut faire court, il faut faire simple, il faut faire trancher et il faut répéter et pas la recette miracle. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, ça a donné dans la perception et dans l'opinion cette phrase de dingue qui est de dire c'est de la com. Quand on dit c'est de la com, ça veut dire c'est du pipeau, c'est pas vrai, ou c'est de la manipulation. Voilà. Donc, en fait, on a tué notre magnifique métier avec une mauvaise recette qui a marché à un moment donné quand la société était à l'aise avec le modèle de consommation qu'on lui proposait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où il fallait consommer, se remettre en mouvement, où on n'avait pas du tout de la perception qu'on a aujourd'hui de la finitude du monde et des écosystèmes et de la connexion entre nos modes de vie, de consommation et les crises sociales, climatiques, aujourd'hui sanitaires. Ça roulait tout seul. Donc, on pouvait faire la petite blague. Aujourd'hui, la petite blague, elle ne passe plus. Donc, elle doit absolument les stratégies doivent se bâtir autrement. C'est-à-dire que les stratégies de communication doivent être connectées avec le langage des gens, leur ressenti, oui, leur vécu, comme le disait Valérie, dans des moments très précis. C'est intéressant ce que dit et ce qu'analyse l'ADEME. On le sait, moi je travaille pour l'agence bio depuis des années. On voit bien qu'au moment où les jeunes foyers, les jeunes parents ont un bébé, à ce moment-là, on voit des basculements vers le bio, mais des basculements radicaux. Donc, c'est intéressant de se baser là-dessus. La deuxième chose que j'ai notée dans votre question, c'est est-ce qu'il y a une méthode est-ce qu'il y a une méthode ou une tactique pour faire de la communication responsable, ou est-ce qu'on a trouvé la nouvelle recette? Moi, je ne prétends pas avoir de recette. Je pense que c'est une question de culture. C'est une question de posture. Je pense que j'avais adoré le bouquin de Michel Serres qui s'appelait Petite Poussette. Ce petit bouquin où Michel Serres raconte les petits poussettes, ce sont ces petits-enfants qui écrivent tout en 140 caractères, qui sont en permanence sur leur smartphone. Et il aime profondément cette génération. Et en fait, il décrit dans ce livre la fin du système pyramidal, c'est-à-dire la fin de la chaire universitaire, la fin du trône politique jupitérien, la fin de l'hôtel, et la fin aussi pour nous de la marque ou de l'entreprise qui est dans une posture avec une communication top-down
déverser au napalm, je prends des mots exprès violents, mais c'est-à-dire plus je balance et plus je pense que je vais avoir du résultat. Or, on voit bien qu'on est dans une société qui ne se construit plus comme ça, qui est tribale et qui finalement se nourrit et construit ses convictions sur un nombre très important de canaux et de messages qui viennent de toutes parts. On n'a plus la grand-messe de la télévision d'il y a 20 ans. Et donc, voilà. Donc, je pense que la communication responsable est un enjeu de culture, de posture et de capacité que nous avons, nous, les communicants, de proposer à ce que soit co-construit un discours commun. Parce que le sujet que vous avez abordé aussi, c'est le sujet de à travers le greenwashing, c'est-à-dire l'éco-blanchiment, pour bien parler français, c'est-à-dire la petite astuce qui consiste à verdir, à utiliser des arguments écologiques en se disant c'est la tendance du moment, alors on va acheter moins un bidon d'essence et on plantera un arbre voilà, c'est ce genre de truc venu d'ailleurs. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça peut faire croire à un moment donné à un conseil d'administration, à un CODIR ou à quelques-uns qu'on a eu une bonne idée. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes dans nos agences ou dans les entreprises, et pas que les jeunes d'ailleurs, pas que les jeunes, sentent profondément le non-alignement, la désynchronisation entre ce qui est dit et ce qui est perçu de la réalité tangible du groupe social ou de l'agent économique. Et c'est là que, en fait, le poison se guérit lui-même. C'est que moi, je vois des grandes marques que je ne citerai pas qui ont des vrais problèmes à garder les talents parce que ce désalignement-là, il leur coûte très cher. Aujourd'hui, on attend une communication de sincérité. Alors, c'est un mot maintenant un peu valise, c'est-à-dire le fait qu'une entreprise ou une marque dise ce qu'elle fait et uniquement ce qu'elle fait et ne mette pas sa cape de super-héros pour revenir à la thématique de votre colloque. C'est Thomas Kostler qui a écrit un petit bouquin super sur le piège du héros. Ça, moi, je passe ma vie à le dire à mes clients, mais c'est trop gros pour toi. Tu ne peux pas dire que tu vas refaire la reforestation. Tu ne peux pas dire que tu vas, je ne sais pas, éviter la fonte des glaces. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vends du chocolat. Sois raisonnable. Vois là où tu es dans ta puissance, dans ta capacité d'action, et sois raisonnable dans ta capacité, dans ton honnêteté à voir les moyens que tu as. Parce que tu n'as peut-être pas 10 millions, tu n'as peut-être que 50 000 balles. Alors, avec 50 000 balles, tu vas faire quoi? Tu peux faire des choses avec 50 000 euros. Et tout le monde peut comprendre que ce n'est que 50 000 euros parce que ton système économique ne te permet pas aujourd'hui de faire plus. Mais ce non-alignement, il est catastrophique parce qu'aujourd'hui, tous les publics peuvent croiser l'information et voir la réalité de tout ça. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, sur le greenwashing, on se bagarre un petit peu avec Valérie de temps en temps quand on se croise dans des conférences parce que l'ADEME est un tiers de confiance, mais aussi, de temps en temps, a l'ambition d'être un lanceur d'alerte. Et sur notre sujet de la communication, je vais la titiller un peu, a un peu tendance à nous mettre des banderilles dans le dos en disant « Ah, le greenwashing reprend ». On avait 93% de bon respect de notre règle, de notre recommandation faite par l'ARPP, notre autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui est un cas unique dans le monde d'autorégulation. Hein. Et alors l'ADEME nous pique aux fesses en disant « Attention, vous avez vu là, hop, 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 ça dérape, c'est grave, etc. » Je remercie cet allié objectif qu'est l'ADEME et Valérie quand elle fait ce job, parce que ça fout les jetons à tout le monde et on se dit hop, 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 il y a des trous dans la raquette et il faut absolument qu'on revoie les fuites en fait dans notre système. Mais vraiment, aujourd'hui, je pense, je prends ma casquette corporatiste, que
les grandes marques, les grandes institutions sont assez conscientes que la société française est hyper sensible et que le moindre irritant sur le sujet est détecté par des spécialistes. Je sais que Mathieu Janisch parlait à votre colloque. C'est un bon professionnel qui est capable de porter au jury de déontologie dès est repéré un sujet. Et donc, voilà, on a un écosystème professionnel qui fonctionne assez bien. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement, en tout cas moi, le sujet majeur, le sujet vraiment puissant, c'est comment est-ce qu'on se met en ordre de bataille, nous les communicants, pour dire à une marque, soit tu prends, soit tu comprends, tu conscientises avec tes équipes que tu as un truc à faire là-dedans, dans ce monde-là, dans ce momentum, comme on aime le dire aujourd'hui, c'est-à-dire prends position, sinon tu vas mourir. Valérie le répète souvent, les consommateurs citoyens le disent dans les études. Mais s'ils ne sont pas là, on s'en fout. Il n'y aura plus Nesquik, il n'y aura plus que le Heinz. On s'en fiche. On mangera autre chose, on fera autre chose. On n'est plus si attaché à la présence. Donc, les marques et les entreprises, si elles veulent être dans la durabilité, si elles veulent imaginer un futur économique et perdurer dans ce moment-là, il faut qu'elles soient contributives ou sinon, on se passera d'elles. C'est pour moi l'enjeu majeur. D'accord, ouais, merci de te titiller, Valérie, parce que c'est ça l'objectif aussi des échanges. Les échanges. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en votre défense? Non, mais je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ces sujets-là, parce qu'effectivement, on peut se dire, ce n'est qu'une bataille de chiffres, 92%, 88%. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est la tendance, c'est-à-dire qu'on est revenu à des niveaux datant de 2010-2011, comme si on avait un petit peu perdu tout le bénéfice des apprentissages et des choses que, soi-disant, les communicants connaissent tous si bien. Et c'est ça qui, moi, me dérange. Ce qui veut dire que si un certain nombre de vigies, de lanceurs d'alerte, que ce soit des gens comme Mathieu, comme l'ADEME, comme les ONG, comme Thierry Libart, ou comme certains d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui, eh bien, si on n'était pas là sans arrêt à regarder un peu ce qui se passe, je pense qu'on serait dans des situations où, en gros, on se dirait, tout ça n'est pas si grave, ce sont encore des élucubrations dites d'écolos convaincus. Et c'est pour ça que je pense que l'important pour moi aujourd'hui, c'est de travailler sur ce domaine aussi de la formation à la fois des professionnels, mais la formation du public pour qu'il soit aussi cette vigie permanente. Parce que, autant vous dire une chose, c'est que par rapport aux chiffres que Gildas a annoncé tout à l'heure, 27% les gens seulement font confiance dans les marques. 80% des Français verraient aussi leur marque préférée à l'heure actuelle disparaître sans que ça leur fasse ni chaud ni froid. Dans le même temps, ils sont 63% à nous déclarer, moi, quand une entreprise ou quand une marque me vend des produits plus responsables, entre guillemets, parce que je me méfie aussi de ce vocabulaire, eh bien, ça me donne envie d'aller vers elle. Et ça, je pense qu'il y a aussi tout ce travail de compréhension qui est important. Maintenant, soyons très clairs. Si les gens ne sont pas formés, si les professionnels ne sont pas formés aux enjeux, comment veut-on faire pour qu'ils puissent véritablement communiquer de bonne façon sur les questions de transition écologique? Ils ne pourront pas. Et malheureusement, toutes les problématiques autour de la transition écologique, ce n'est pas blanc ou noir. C'est un domaine qui évolue sans cesse, sur lequel il nous faut être en veille, en apprentissage permanent. Il n'y a pas de recette miracle, Gildas l'a dit très très bien. Et en même temps, il faut trouver un autre socle que celui que l'on nous a appris depuis des années dans nos façons de communiquer. C'est donc un véritable accompagnement au changement de comportement. C'est donc une véritable transformation. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire le parallèle tout à l'heure. Parce que les entreprises doivent se changer aussi de l'intérieur, doivent modifier leur business model pour qu'elles puissent modifier aussi leur communication. Sinon, le risque, c'est que effectivement,
À un moment, elles sauront bien en parler, elles auront quelques codes par-ci, par-là, etc. Et puis, les gens, parce que les communicants auront vu que franchement, il n'y avait pas vraiment de réelle sincérité, de réelle humilité, de réel alignement. Ils s'en iront. Et on repartira dans une boucle, dans une spirale qui est inquiétante. C'est la société tout entière qu'il faut faire monter. Il y a un travail énorme à enclencher. Et c'est vrai que là-dessus, toutes les recherches, tous les travaux qui peuvent être faites, notamment au niveau du GER, sont extrêmement importantes. Elles nous nourrissent. Elles permettent aussi de faire avancer la problématique. Elles permettent de nourrir les jeunes et les étudiants dans les écoles, et pas que de communication et de marketing, mais bien l'ensemble des jeunes qui sont en train de faire des études. C'est extrêmement important. Et ce n'est pas uniquement une posture que de dire ça. Donc, pour moi, la communication responsable, c'est véritablement à la fois toucher et la façon des nouvelles, développer des nouvelles pratiques pour que justement tout ce que Gildas qualifie de pécadille puisse véritablement disparaître. Dans le même temps, quand je vois le nombre de fois où on va aller devant le jury de déontologie publicitaire, je me dis que les pécadilles, elles existent quand même encore pas mal. Et je ne vois pas tout, et Mathieu non plus, parce qu'on n'est pas sans arrêt devant justement les YouTube, les publi-reportages ou la télévision, soyons très clairs. Et donc, pour moi, si ça, on ne le fait pas, eh bien, on va passer à côté d'un véritable changement de société, notre imaginaire, et donc nous ne réussirons pas à produire un contre-récit à celui de consommation égale bonheur. Et pour moi, l'enjeu, il est là. Comment est-ce qu'on produit un contre-récit crédible et désirable qui fera que consciemment, tous ensemble, nous déciderons d'abandonner le récit dominant actuel. Alors, je n'ai pas dit pécadille, j'ai dit banderille, comme un Excuse-moi. héros qui nous plante des banderilles dans le dos. Je n'aime pas. À chaque fois qu'il y a une sortie de route, ça me fait mal au ventre autant que toi. Alors, je voudrais dire aussi, rapidement, avant de lui laisser la parole, à Maria Anna, CIDIES est B Corp, première ou deuxième agence B Corp en France, et que nous avons développé un référentiel de labellisation des agences de communication, justement parce que B Corp n'est pas spécifique à la communication. On a développé donc un référentiel qui s'appelle RSE Agence Active et qui permet aux agences de communication de construire leur propre démarche de responsabilité sociale et environnementale sur des mêmes critères fondamentaux de culture d'équipe, de formation, de documentation, de partage de connaissances, de montée en compétences des équipes, parce que, en fait, notre impact sur le monde, ça n'est pas s'il y a un compost chez CIDIES ou si on mange bio à la cantine. Ça, c'est la culture de mon entreprise, mais je ne vais pas demander à Havas ou à Publicis de faire ce choix-là. Chacun fait ce qu'il veut. En revanche, notre impact, c'est de former, d'acculturer, de sensibiliser les talents dans nos équipes pour qu'auprès de leurs clients, auprès des marques et des organisations, ils soient conscients de la puissance de transformation qu'ils ont entre les mains. Donc, voilà, je le mettrai à votre disposition si vous le voulez. D'accord, merci. Je vais poser une question à Marianne maintenant pour Marianne. I don't see you. You are yes, Marianne. Okay, Marianne. I think everybody's curious to know about your experience in South America, in Argentina. We know that in South America, the challenges are different from Europe and also very different from one country to the other. What are the main challenges for you that you experience working on the field of responsible communication in this context? And I think now with the pandemic, the challenges are changed. So could you tell us about this? Yes. Well, I think we have a huge cultural challenge
because I belong to a very little and privileged group of people who are aware of climate change, and this is an old discussion about if the people have the information, why aren't they doing anything? But also I think that this lack of awareness is very convenient for our economic models in South America. Our economic development models are based on agriculture, farming, mining, hydrocarbons, industries, and they are the principal lobbyists and employers and the principal sponsors of politicians. And so we have a huge challenge because of that lack of awareness and all the big monsters that are very comfortable with that. And so that is something that we as storytellers can work on and can have a role, but we need the infrastructure to make it happen. And in some countries, there is impossible to talk about circular economy because they don't even know how to separate the waste or to value waste. And I have experiences like that. Also the social perspective, the gender perspective is very different, very difficult. We have a very patriarchal culture, and well, but mainly this challenge of changing the economic system that is preventing people to be aware of what they should be. Sorry. Thank you. Today you are voting something important for abortion, no? In Argentina. Yes. We are very excited. Yes, we are very excited in South America about this. And so, maintenant, je vais passer la parole au public. J'ai posé trop de questions déjà. Désolée. Bon, premièrement, je pense que je donne la parole à Nicole d'Almeida qui a une question. Oui, bonjour, ravie de vous retrouver, Valérie, Gildas, Anna-Caroline et tous les autres. Très heureuse de vous entendre et surtout très heureuse que soient associés à ce colloque, effectivement, alors des représentants d'organismes publics et le rôle de l'ADEME est pour cela très, très important, et puis des associations professionnelles dont nous parlions hier après-midi et nous nous interrogions sur la perspective, le besoin de régulation en matière de communication publicitaire qui est à la fois formulée et en même temps refusée pour le moment, mais bon, la question est clairement posée sur ce point-là. Donc voilà, tous ces partenariats sont très importants. Au passage, petite question technique pour Valérie Martin. Est-ce que l'ADEME finance encore des thèses sur les questions environnementales, notamment en communication, comme il y en a eu un certain nombre? Ça nous arrive encore. Oui, donc, voilà. Et, par rapport au public oui, sur des thèses, sur la communication responsable, il y en a une là aussi récemment sur l'imaginaire, les imaginaires, et même sur les arts à l'heure de l'Anthropocène. Donc, quelque chose d'assez large. Vous voyez, toujours dans cette question de la culture, du rôle de la culture dans la transition écologique. Ouais. Alors le point, en vous entendant, qui fait écho, de façon intéressante, c'est cette question des récits. Alors que j'avais campé dans le domaine de la communication, alors dans la foulée des travaux de Paul Ricoeur, dans la foulée des travaux de Jean-François Lyotard, qui parle du grand récit, du grand péril, du grand héros aussi, et qui a fait écho, qui a donné alors des textes, par exemple Béatrice Jalanque, Béatrice Jalanque n'a pas pu nous rejoindre pour ce colloque, elle qui a fait une thèse sur le grand récit environnemental. Si, elle était là certainement hier. Je ne la vois pas maintenant, mais elle était là hier, oui. Donc voilà, l'installation, la diversification, la pérennisation de cette question, de cette approche en termes de récit, qui a été développée aussi à Louvain, bien sûr, et qui est quelque chose de très important. Alors certainement pas la voie unique et le ressort unique de communication, mais quand même. Alors j'en arrive à ma question qui est à l'heure de la pandémie, c'est-à-dire de l'expérience.
collective de la fragilité, de la vulnérabilité, de l'interdépendance. Est-ce qu'il n'y a pas là un moment favorable pour construire ces récits, pour renouveler les communications, renouveler les modèles, les manières de dire et d'intervenir auprès des différents publics? Donc ça, c'est une question, voilà, autant pour Valérie que pour Gildas ou pour notre collègue sud-américaine, Maria-Ana. Voilà, est-ce qu'on n'est pas dans un moment propice qui permettrait d'avancer un peu, puisque hier en ouverture, Thierry nous disait en fait rien n'a changé depuis 1995 Et Charles. dans la conciliation. Bon. C'était la naissance de mon fils. Peut-être juste un tout Qui est petit... devenu activiste ou qui est devenu activiste? non, mais qui se radicalise. Donc, mais pas encore activiste. C'est intéressant ce que vous dites, Nicole, et merci pour cette question parce que je pense qu'effectivement, tous les trois, on a quelque chose à apporter. Dans le cadre du 21e baromètre dont je parlais tout à l'heure, qui est du baromètre ADEME, les Français et l'effet de serre, je trouve que là où c'est intéressant, c'est que justement, on a fait le terrain alors en juillet, sachant qu'il y avait eu des terrains dans le cadre de l'enquête conditions de vie et aspirations des Français en janvier et en mai. D'accord? Donc, on a eu 3 moments où on a pris le pouls des Français par rapport à la question environnementale, entre autres, et par rapport à leurs priorités. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la préoccupation environnementale, elle reste la deuxième préoccupation globale, ce qui veut dire qu'elle se maintient par rapport au niveau de l'année dernière. Je trouve que ça, déjà, c'est un résultat qui est extrêmement intéressant en soi. Et ce, malgré la crise sanitaire et la crise économique, parce que je vous rejoins quand vous dites la crise sanitaire, mais on a aussi une crise économique qui fait que forcément l'emploi est très haut dans le score. Sachant que là aussi, il y a des différences selon votre couleur politique, mais aussi selon votre âge, puisque les jeunes, en tout état de cause, se déclarent beaucoup plus sensibles, j'ai dit pas qu'ils faisaient, mais se déclarent beaucoup plus sensibles à ces problématiques-là. Et donc, l'emploi peut, dans certains cas, passer après l'environnement. Donc, on est à un moment qui est intéressant. Et sur l'emploi et sur la santé, là aussi, on voit que cette question de la santé monte dans les préoccupations. Et nous, en tant qu'établissement public, nous avons vu aussi des demandes émanant d'autres établissements publics, comme l'Agence Santé publique France, qui ont émergé et qui font que, eh bien, nous allons essayer de travailler ensemble pour justement appréhender la question de la problématique environnementale sous un autre angle. On a beaucoup travaillé sur la question de la consommation. Moi, je dis que nous sommes d'abord citoyens avant d'être consommateurs. Donc, je contredis un tout petit peu Gildas, mais je sais que c'était quand même ça qu'il voulait dire. Donc, on est avant tout des citoyens. Mais aussi, cette question d'une santé, de la protection, et pas seulement du care, mais le fait aussi qu'on a besoin de prendre soin de soi, prendre soin de la terre, prendre soin, etc., ramène à la problématique environnementale. Et on a sans doute là un effet de levier à pouvoir enclencher. J'attends beaucoup de l'étude que nous allons sortir donc au niveau du service de recherche, j'ai oublié son nom, vous voyez comme quoi, de la direction prospective, parce que justement sur les moments de rupture, mais aussi sur des questions qui vont permettre sans aucun doute de mieux nous faire comprendre les liens avec ces questions de santé. Donc, et si certains d'entre vous ou vous-même, Nicole, vous travaillez sur ces questions-là, c'est avec un grand intérêt que nous le lirons, parce que je pense que là-dessus, les gens peuvent se sentir concernés et non pas se dire « Oh là là, encore un truc de plus à faire alors que j'ai déjà tellement de contraintes. » Et en un mot, baisser le chauffage alors que je suis toujours à la maison, coincée chez moi et que j'ai froid, franchement, ils me font suer. Voilà, c'est là où aussi où il faut qu'on trouve des choses qui sont plus concernantes pour les gens, pour leur permettre de s'approprier, de s'engager ensuite et de démultiplier, de porter à connaissance de leur communauté, comme nous a dit Gildas tout à l'heure. Je pense qu'il y a un point aussi en ce moment qui se passe avec ce télétravail, avec ces vies à domicile, confinées, etc. C'est des consommations énergétiques démultipliées. Donc, le coût énergétique de la pandémie est
dramatique, d'une certaine façon. Et le e-commerce, parce que nous avons sorti un travail qu'on avait fait. Alors, on avait fait une infographie sur télétravailler léger. Ça peut vous paraître pas grand-chose, mais de rappeler un certain nombre de bonnes pratiques. Et là, on va travailler aussi sur les pratiques de e-commerce, parce que forcément, les questions de e-commerce ont explosé. Je crois qu'il y a un chiffre. Je ne sais plus quelle est la source, donc pardonnez-moi par avance. C'est que 70% des gens qui ont commandé un vêtement ou des chaussures lors d'un achat en ligne vont le renvoyer. Forcément, la livraison leur est offerte et puis ils veulent avoir tout d'un claquement de doigts. Eh bien, tout ça, c'est comme pour le numérique. L'empreinte du e-commerce est loin d'être immatérielle. Et donc, là aussi, un travail important. Mais vous voyez bien que comme c'est quelque part consubstantiel de cet imaginaire qui dit que la consommation, c'est le bonheur, eh bien, ils sont dans cette spirale de toujours plus consommer, etc., qu'il nous faut aider à casser sans pour autant dire « nous n'avons plus le droit de rien faire ». Et donc, voilà, c'est comment fait-on pour pouvoir justement à la fois accompagner les professionnels du marketing, de la publicité, qui ont à vendre un certain nombre de choses, de produits. On n'a pas dit qu'il fallait interdire le marketing, pas ni la publicité, ni quoi que ce soit, mais comment on fait aussi pour que les citoyens se posent les bonnes questions et agissent autrement que ce qu'ils peuvent faire sous une forme d'impulsivité. Je me tais. Merci. Moi, Nicole, je vais vous répondre par du coup le versant. Valérie a parlé du versant des consommateurs, des citoyens. Je vais en écho répondre sur le versant des émetteurs, des agents économiques. Moi, alors, CDS est une agence spécifique, atypique. On ne nous téléphone pas par hasard, quoi. On ne nous appelle pas pour faire une campagne sur le Black Friday. Donc, je n'ai pas une vision globale. Mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les dirigeants, et ce ne sont pas uniquement les directeurs de la communication ou du marketing, les dirigeants sont dans un changement, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, il y a la crise fragilise les convictions, les positions, les postures, et on a un champ ouvert pour une interaction que nous n'avions pas il y a 10 ans. C'est-à-dire, nous, parce qu'on avait ce côté poil à gratter, on était très… Voilà, on était marqués. Donc, si on venait nous voir, on s'attendait à avoir des conversations sur des sujets de position écologique particulièrement. Mais aujourd'hui, moi, je rencontre des grands patrons ou des grandes patronnes, même dans mon secteur, dans le conseil d'administration, des patrons et des patronnes des grandes agences et des grands groupes de publicité. Un truc est en train de se passer. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point, parce qu'on pense toujours la communication comme étant toujours dans le même sens. Hein. Je pense que nous sommes aussi accompagnateurs de mutations, de changements de regard, de changement de stratégie des marques et des entreprises. Et alors là, il se passe un truc incroyable. Vraiment, je suis sidéré comme… Et peut-être le confinement a permis ça, plus de disponibilité, plus de proximité, plus d'interaction comme ça, peut-être finalement plus débridé, avec moins d'agents de sécurité autour, vous savez, les directions marketing, les secrétariats généraux, les délégués généraux, tous ces gens qui sont payés pour protéger le président ou la direction, etc. Et vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui s'autorise. Alors, souvent, quand on en parle avec des grands patrons, je suis désolé de mettre ce mot masculin, mais c'est quand même toujours beaucoup des grands patrons. Et quand on discute de ça, ils disent, mais vous savez, n'ayez pas peur de vos questions, mes enfants me la posent tout le temps. Quand je pose à un grand patron la question du temps qu'il leur reste pour infléchir et pour qu'ils laissent quelque chose au service, je sens se raidir le dire comme à côté, et en fait la réponse c'est mais je sais, je suis au courant, et donc je suis citoyen. Vous savez, moi aussi je fais du vélo le week-end, c'est drôle ce qui se passe en ce moment. Alors en psychanalyse, il y a un phénomène bien connu, c'est le « je sais bien, mais quand même ».
Ouais, mais Non, mais oui, oui, je sais bien. Bah, je sais bien, mais quand même. est payé pour le savoir. Ce hiatus-là. Ouais. Mais quand même, moi, faut que j'arrête de dire sincèrement ou honnêtement si vous êtes adepte de la psychanalyse, mais on voit bien qu'il y a une disponibilité, en tout cas, sur des sujets que moi je porte depuis très longtemps, où j'étais campé dans la relation comme étant de l'autre côté de la table. Et aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que je suis du même côté de la table que vous, quoi. Et ça, c'est une vraie opportunité pour la communication, pour dire, OK, bah chiche alors. Alors, OK, donc qu'est-ce que ça veut dire? À un tel point que nous, les communicants, aujourd'hui, pouvons parler d'un truc dont je ne parlais pas il y a 5 ans, c'est alors qu'est-ce que vous êtes capable d'abandonner? On parlait d'audace tout à l'heure. Mais parce que souvent, la question, elle est là, hein. Vous comprenez bien qu'il y a des problèmes de synchronisation entre le discours que vous pouvez porter et le modèle que vous tâchez de conserver toujours. Et est-ce qu'on peut parler de ce qu'il sera envisagé d'abandonner dans votre modèle économique? Tel type de produit, de service, et là, c'est passionnant. On fait un beau métier. Okay, I just asked the same question to Marianne. We are talking about a kind of new opportunities or this moment that you are. There is a crisis, economic crisis in South America. It's really strong, and we'd like to know if it there is but here. Valérie, Gildas, Nicole, they think that something changed, there is something good coming. And what do you think about it? Because in your case, you have the conception of ATI during the pandemic. So I think it's a very good thing. Yes, for us it was an opportunity to stop for a while at the beginning of the quarantine and to start making things, because this crisis, the sanitary crisis, and all the new reality that presented to us, we were very locked in Argentina. We were locked for 8 months. The longest quarantine, one of the longest quarantine in the world. So luckily, to keep ourselves a little bit healthy, we use the tools we have to get together. The ATI members, we don't know each other physically, some of the members. So I think it was an opportunity to start doing things that you had postponed. For example, in the B Corporation ecosystem here in Argentina, the first 3 months, there was like a new B Corporation agency each day, because I think they took the time to do the assessment and to focus on the future, on the big picture. And in that sense, I think it was a good opportunity to have perspective. Okay, thank you, Marianne. Et merci à tout le monde. Je vais devoir passer. On va devoir laisser la place aux ateliers. Je voulais vous remercier à Gildas, Valérie. Thank you, Marianne. Muchas gracias. Et à tout le monde, le public, tout le monde qui a participé. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de faire un dernier mot, mais c'était ça. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.